Donc où sommes-nous? Où nous sommes? Ouais. Raconte-nous, parce que tu aimes bien le lieu. À Versailles. Oui, mais Versailles. Oui, mais on n'est pas dans un lieu classique. On est au Trianon Palace. D'accord. C'est un lieu que tu aimes bien. Oui. Et on est dans l'excellence. Et on est dans l'excellence. Et toi, tu travailles beaucoup dans cette excellence. À titre personnel... Attends, musique à Versailles, mettons. On essaie de toute façon, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'être le plus en adéquation possible. Bon, ce que je pense, c'est qu'il faut que ce soit authentique. Et puis, ne pas avoir peur de jeter. Donc, quitte à se tromper, même parce qu'une pièce peut-être trop moderne ou peut-être trop maladroite se révèle dans le temps une pièce à droite et une pièce d'avant-garde, en fait, qui en réalité paraissait, à mes yeux, absolument ratée. Alors, pour Musique à Versailles, ça c'est pour la peinture, pour Musique à Versailles, l'esprit est le même, et c'est la grande chance qu'on a eue, c'est d'avoir ce contact humain avec le patron d'ici, qui est Grégoire Salamin, qui nous a ouvert les bras et qui, on vient de le vivre dans la façon dont on nous a accueillis à la maison, mais à tous les niveaux, aussi bien pour se garer que je dirais pour venir, et cette mise à disposition dans une ville qui a un tel prestige et à la hauteur de ce que les touristes peuvent attendre, car c'est vraiment l'entreprise versaillaise dans le beau sens du terme. Et la tradition est maintenue avec beaucoup d'exigences. Ça ne se voit pas, mais c'est une machine très très bien rodée. Et c'est fait avec beaucoup de délicatesse et de raffinement toujours, pour te mettre à l'aise. Tu as vu? Ah oui, extraordinaire. On essaie de jamais prendre les gens de haut. Tout le monde est pris avec la même délicatesse. On se sent chez soi. Il y a quelque chose de lumineux. En plus, on a cette chance folle ce soir d'avoir un temps pareil, une température pareille, donc une lumière pareille, ce qui ne fait que nous mettre à l'aise. C'est chaleureux. Une lumière qu'on retrouve dans tes tableaux. Lumière qu'on peut retrouver dans les tableaux, et lumière qui est évidemment celle qui frappe la galerie des glaces, à laquelle tenait tant le roi Soleil, et qui fait la beauté de toute la galerie des glaces du côté, quand on regarde le château du Parc, et on retrouve cette lumière unique, sur cette pierre unique, à cette heure unique. Il n'y a qu'à Versailles, voilà, cela, sur une architecture aussi vaste. C'est d'une grandeur, quand on dit royale, c'est de l'or. C'est vraiment très, très élégant. Toujours. Il n'y a pas une faute de goût. Et dans ta façon de peindre tes tableaux, tu es dans cette... Alors, tu as raison. Je dirais peut-être que oui, parce que finalement, en me posant la question là, tu es en train de me révéler quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé même. Ça fait un moment que je peins avec des feuilles d'or. C'est peut-être pas par hasard. Ce qui veut dire qu'au fond, même si elle est couverte après partiellement de peinture, plus ou moins en épaisseur ou transparente, la feuille d'or est en dessous, a une forme d'accroche, une forme de renvoi d'image, comme un miroir. Et elle est un clin d'œil qui fait aussi partie de la restauration récente des grilles du château et de la nouvelle grille. Bien sûr. Effectivement, je pense que inconsciemment, ça a dû expliquer la raison pour laquelle j'utilise maintenant ce matériau qui est intraitable. Parce que même si, en tant que dentiste, l'or, je connais, entre guillemets, c'est connu, cette génération-là l'a connu. 1 gramme d'or peut être tiré sur 1 kilomètre sans se casser, donc c'est un fil absolument inimaginable.
c'est ce qui fait que, je n'ai plus le chiffre en tête, mais quand on écrit du château couverte d'or, il y a un poids quasiment, mais incroyablement léger quand on voit la quantité, car c'est de l'ordre du micron. Et c'est une application au pinceau que font les restaurateurs, comme les sièges, comme les ébénistes. Et c'est pas la quantité, c'est vraiment un matériau qui se, je le vois en le travaillant, qui se boutrolle, ça, je sais pas ce que ça veut dire, boutrolle. Qui s'écrouille. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement souple qu'il peut, avec un instrument métallique, en bois, venir assurer les moindres détails, s'étirer, voiler, comme un tissu qui viendrait, comme cela, épouser les formes. Voilà. Et le pinceau vient finalement, après un encollage et une préparation, le pinceau vient simplement sans que la feuille ne se déchire, et se déchire, alors qu'elle se déchire pratiquement avec un souffle de nos naseaux. On arrive à effectivement la poser très délicatement et elle garde une... À épouser. Enfin, tout, elle épouse. Tout. Avec une unité, et en même temps, ça devient un jeu. C'est une conservation, c'est extrêmement fragile. Évidemment, c'est tellement fin, mais en même temps, c'est quand même la quintessence du raffinement. En plus, ce savoir-faire. Quand on les voit, je regardais l'autre jour un ébéniste dans la ville, dorer à la feuille une console Louis XV, mais on y passerait des heures, quartier Saint-Louis, parce que c'est un art d'application, c'est pas fastidieux, c'est passionnant. C'est fascinant. Voilà, donc, le dire fastidieux, c'est fascinant. C'est exceptionnel. Et ça, c'est Versailles. Donc, c'est vraiment partie encore intrinsèquement quotidien, partie vraiment de ce qu'on doit voir et vraiment défendre le plus. C'est ce savoir-faire qui appartient à tous les métiers d'art d'ailleurs. Tu fais toujours des croquis ? Oui, parce que je pense qu'il faut vraiment entretenir son trait pour qu'il soit léger. Et puis après, on se jette sur la toile sans même dessiner, mais on a déjà acquis le geste et le réflexe du geste et l'amplitude du geste. Comme disait, alors sans doute pas comme ça, mais enfin, il le disait Picasso, un trait, ça s'envole ou ça s'écrase. Et là, c'est pareil. Si on n'a pas le geste, c'est comme un mouvement au tennis ou au golf, si on n'a pas le geste acquis, bien rodé, avec le corps qui s'élance, le trait va peser, il va y avoir quelque chose de gauche ou maladroit. Alors, on peut aussi être plus laborieux quelque part, mais il faut que ce soit volontaire. Il faut avoir le culot du geste où on peut tenir un crayon avec une mine qui est à 20 cm, qui vient effleurer le papier, et garder l'élégance, appuyée ou pas, l'élégance du mouvement, qui ne doit pas être travaillé comme le dentiste travaillait, c'est-à-dire avec une proximité qui enlève cette respiration d'espace et surtout cette volute, cette élégance qu'on peut avoir dans le dessin, et il n'y aurait pas de peinture sans dessin, parce que de toute façon ça se casserait la gueule au niveau de la construction. Parce que c'est vrai que quand je connais tes toiles, quand je les regarde, je vois vraiment le geste. Oui. C'est ce que je vois de ce geste que tu as acquis. Presque comme si ça venait même du Japon ou oui, je pense que nous sommes tous très très loin, très à l'intérieur. Alors d'abord parce que j'ai une passion pour l'art japonais depuis longtemps, j'adore les bonsaï, que j'essaie de choyer 1 à 50 balais, c'est-à-dire que je suis un peu plus vieux que lui, mais enfin c'est quelle responsabilité que ce coco-là. Il y a chez les Japonais cet art de vivre. En plus,
une alchimie de couleurs absolument déroutante, que ce soit sur leurs habits, sur leur façon, sur leurs rituels, dans le comportement. Et alors, effectivement, par goût, je dirais, ça dégueule de ma peinture. Parce que je pense que je m'y sens bien et que la calligraphie, même du dessin, de la lettre japonisante, est le b.a.-ba finalement de la poésie. C'est qu'eux, ils dessinent, oui, ils n'écrivent pas. Oui, totalement, toujours. Donc ça a quelque chose de magique, de pudique, finalement évidemment d'éminemment poétique. Il y a un mystère. Et il est très drôle pour nous occidentaux qui sommes les cartésiens que rien ne peut déranger, d'être perturbés à ce point, mais que ce soit la calligraphie arabe, hébraïque, ou chinoise, ou japonaise, on est vraiment dans une approche d'écriture, de communication bien propre, bien différente, et toujours, que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite, et de haut en bas, bien évidemment, comme un signe christique, je dirais. On est véritablement baigné par ce qui représente par le dessin finalement un langage qui n'aurait pas besoin de mots alors qu'il n'y a que cela. C'est un combat de toute façon. Quand on peint, c'est une mise en danger. Donc, quand tu parlais tout à l'heure du geste, si le geste n'est pas finalement gagner un automatisme qui sécurise celui qui le fait, et parce qu'il répond exactement à ce qu'on a dans la tête, on plombe le tableau et le mouvement disparaît. Vraiment, ce trait doit être celui quand même, et vraiment propre finalement. Celui qui crée quelque chose est un artisan, c'est propre à chacun de nous, ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire qu'on apprend à le respecter et à le faire, mais en même temps, on peut ne pas avoir de coup de crayon. Et ça, ce serait un handicap. Parce que comment peindre, on peut. Les enfants sont de merveilleux coloristes, ils n'ont pas de tabou. C'est nous qui ne savons plus, qui n'osons plus. C'est pour ça qu'avec le portrait, je me suis amusée. Parce que j'ai fait confronter des choses pas possibles, avec des couleurs étranges et peut-être lumineuses, parce qu'il y a différents types de violet, différents types de vert, etc. Mais ça reste incarné, mine de rien. Et tous les très grands peintres qui ont inondé notre éducation, nos yeux, ont toujours, et surtout au XXe siècle, pris des risques considérables, mais tant sur le dessin et les rapports entre les yeux, le nez et la bouche, ils allaient à l'essentiel. Évidemment, ça dérangeait. Moi, je pense que pour aller vers la beauté, il faut y aller avec beaucoup de danger. Il faut des tripes. Hein. Il faut vraiment se mettre en danger. Ah oui. Sinon, on n'y va pas. Ah, c'est-à-dire que sinon, t'es fou. Je suis tellement sûr. T'es sûr. Ah oui. Donc, en peinture, en musique. Dans tout. Même en relation. Alors, c'est là où il y a une part de folie, chez nous tous, qu'il faut vraiment mettre en exergue. Les gens, c'est ça qui m'attriste un peu, quelquefois manquent de... C'est pas une question d'inspiration, ils sont très cultivés, et quelquefois ils manquent de fantaisie. Il faut prendre des risques. Et la vie est un risque, alors prenons-le encore un peu plus. Tout simplement pour voir jusqu'où on peut aller. Comme les enfants, ils essaient toujours de nous tester pour voir jusqu'où ils peuvent nous enquiquiner. Là, la peinture, ça peut être pareil, comme la musique, comme la sculpture. On va avoir un coup de spatule qui va littéralement soulever une pièce et qui va crier de vérité. Donc il faut se mettre en danger.
avoir ce culot-là. Et ne pas, bien entendu, copier les grands. De toute façon, on ne crée rien, on passe son temps à reproduire.